Mesdames, Messieurs, bonjour, merci et bienvenue pour cette vidéoconférence du 21 avril 2020 qui suit notre précédente vidéoconférence sur Home Office qui avait eu lieu le 9 avril de cette année. Lors du précédent rendez-vous, nous avions voulu débattre des aspects techniques et de la mise en place du Home Office et aujourd'hui, nous aimerions voir finalement les enjeux de sécurité, les aspects psychologiques du confinement. Pour cela, 4 orateurs qui s'adresseront à vous dans les minutes qui suivent et qui seront, je dirais, présentés par M. Marc Benninger, qui est rédacteur en chef de HR Today Magazine, qui est journaliste depuis 15 ans dans le canton de Fribourg et qui anime régulièrement des débats et des conférences publiques. Je rappelle que Plus Vite est une association forte de 200 membres et nous remercions ces membres pour leur fidélité ainsi que nos sponsors pour la confiance qu'ils nous témoignent depuis de nombreuses années et nous sommes ravis de pouvoir les retrouver à chaque fois, soit dans des événements où nous pouvons nous voir en 3D et être présents les uns les autres, mais ensuite surtout au travers de ces vidéoconférences que nous avons mis en place dès le moment où le Covid-19 s'est présenté à nous. Voilà ce que je voulais vous indiquer. Vous avez les slides là qui défilent et qui vous rappellent nos objectifs ainsi que le nombre d'événements et nos publications. Et sans plus tarder, je donne la parole à Marc Benninger pour qu'il vous présente nos intervenants et la conférence sur le sujet déjà annoncé. Voilà, merci beaucoup, Madame Perrin-Jacquet. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là et je me réjouis d'animer cette soirée débat en votre compagnie. Donc, il y aura 3 interventions ce soir. Je vais vous présenter chaque intervenant avant de lui passer la parole. Et vous aurez l'occasion, chères participantes, chers participants, de poser des questions aux intervenantes et aux intervenants via l'onglet chat ou bien discussion en français qui se trouve en dessus de l'écran. Donc voilà, il faut taper vos questions et moi je vais prendre note, je vais poser aussi moi-même des questions et puis donc après les 15 minutes de chaque intervenant, on va traiter vos questions. Et puis ensuite, on passera à l'intervention suivante. Et tout ça, ça devrait, selon mes calculs, nous amener jusque vers 19h, 19h05, comme ça. On verra un peu, il y aura un peu de jeu. Et puis, si on a encore des questions, on a encore envie de débattre, on peut poursuivre jusqu'à 19h30 au plus tard. Mais on n'est pas obligé, on peut s'arrêter avant aussi. Et voilà donc le programme de la soirée. Donc, la première intervenante, je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez bien ici au CLUSIS. Donc, c'est Jacqueline Régnier. Jacqueline Régnier, vous êtes docteur en neurosciences et vous avez fondé en 1993 Sémaphore Conseil SA, qui est une société de conseil en informatique spécialisée dans la cybersécurité. Et vous êtes aussi présidente honoraire de l'Association suisse de la sécurité informatique, donc CLUSIS. Et donc, je vous passe la parole et vous allez nous donner une conférence pendant environ 15 minutes. Et comme je l'ai dit avant, on fera les questions-réponses à la fin de votre présentation. Merci Marc. Tout d'abord, un tout grand merci à Sylvie Perrin-Jacquet, notre présidente du CLUSIS, pour la création de cette webconférence. C'est en fait une excellente exemple, une excellente manifestation du travail à la maison. Nous sommes tous aux 4 coins de la Suisse ou de la Suisse romande. Moi, je suis à Puyi en ce moment. Le travail à la maison, comment ça se passe en vrai? Non, je voulais encore le précédent. Je peux avoir encore le précédent slide? Voilà. Merci. Comment ça se passe en vrai? Mais quelle capacité d'adaptation, quelle créativité.
Nous tous, nous vivons en ce moment une période qui révèle les talents. La preuve, notre webconférence a été quand même superbement organisée. Rappelez-vous, c'était seulement le 13 mars. On annonçait la fermeture des écoles, on annonçait la fermeture des domaines skiables, des hôtels, des restaurants, des magasins, et on s'est tous retrouvés dans ce que certains appellent le grand confinement. Un peu de panique et très vite, les gens s'organisent. Bien sûr, dans les grandes entreprises, les équipes informatiques, elles sont sur les dents. Elles n'ont plus de temps, plus la liberté de poursuivre les actions de fond qui améliorent la cybersécurité, pour lesquelles je leur apporte mon soutien. Elle part au plus pressé. Et maintenant, vous pouvez passer à ce slide-là. J'attendais. En revanche, les petites PME et les indépendants rebondissent très vite et eux, ils m'appellent à l'aide. Je ne dis pas en permanence, mais je reçois beaucoup de demandes. Mais c'est de cela que j'ai envie de vous parler. Parce que c'est bien sûr, pour tout le monde, c'est la vraie vie. Mais pour ces indépendants, c'était la vraie survie. Alors, je vais simplement vous citer quelques exemples que j'ai vécus, tout en gardant, bien entendu, toute la confidentialité. Je peux avoir le slide précédent, Brigitte, parce que on est en avance. Alors, bien sûr, comment ça s'est organisé? Vous imaginez les indépendants, les gens qui font de la formation, ils sont seuls avec leur téléphone, leur ordinateur et de multiples clients qui, eux, ont exactement chacun un autre ordinateur, un autre système. Il y a ceux qui sont habitués à Skype, il y a ceux qui découvrent Zoom, il y a ceux qui veulent WhatsApp. Et le petit indépendant, le petit professeur de musique ou le petit coach, petit sans que ce soit un jugement de valeur, hein, c'est juste une taille d'entreprise, il jongle de tous les côtés et il se retrouve à ce moment-là finalement dans la peau d'un administrateur système, d'un responsable informatique, alors que son métier c'est tout autre chose. Ce qui fait que les cours de musique se donnent sur WhatsApp. Moi, j'ai assisté à des cours d'initiation musicale sur WhatsApp avec des tout petits. C'était très mignon. Les parents ont adoré parce que pendant le confinement, c'était très agréable d'avoir une activité extérieure, entre guillemets, pour l'enfant qu'on ne pouvait plus tenir à la maison. D'autres se sont organisés avec des cours à plusieurs musiciens, que ce soit sur guitare, que ce soit des chœurs, que ce soit des musiques plus modernes, qui se sont organisés, beaucoup avec Skype, parce que les gens utilisent Skype depuis longtemps, et d'autres outils qui sont venus ensuite. La formation en ligne, c'est un petit peu plus compliqué parce que les formateurs qui avaient l'habitude de s'organiser dans une petite salle de classe ou dans une petite salle de conférence, ils n'étaient pas aussi bien outillés encore qu'ils le sont devenus maintenant. Donc ceux-là, ils ont apprivoisé. Zoom sur certains. Alors, je ne fais pas de la pub pour Zoom, hein, mais j'en reparle tout à l'heure. Et d'autres outils. Moi, j'en ai toute une collection maintenant sur mon ordinateur parce que je dois m'adresser à chacun avec un système différent. Pour ce qui est du coaching en ligne, c'est posé la question particulière de la protection des données, un tout petit peu. Donc là, effectivement, on a fait attention de mettre en place et de faire un choix qui soit plus européen, tout en sachant que, bon, pour finir, on n'arriverait peut-être pas à avoir tous les principes de protection des données déjà mis en place, mais qu'on allait s'améliorer. Et puis maintenant, j'ai envie de parler de l'école à la maison. Parce que l'école à la maison, vous savez, moi
un certain nombre de petits-enfants, ils ont tous un autre système. Alors, j'ai constaté, ils sont tous sur le même canton. J'ai constaté que même sur le même canton, le canton de Vaud, on a des systèmes différents. On a ceux qui peuvent suivre des cours pendant plusieurs sessions de webconférence, et puis qui se trouvent que ça se passe très bien. Et puis, il y en a d'autres qui ont juste reçu par mail les fiches à imprimer sur l'imprimante de la famille. Et juste ma réflexion personnelle, c'est de dire que les enfants, ils étaient beaucoup plus près, beaucoup plus en avance sur l'intégration des outils parce que eux, ils ont l'habitude d'utiliser Instagram pour faire leur petite vidéo chaque jour et que les enseignants, ils avaient de la peine et n'étaient pas prêts à cette intégration. En revanche, peut-être que certaines écoles plus privilégiées avaient déjà mis en place depuis longtemps des outils de webconférence, d'école à la maison. Et chez eux, ça s'est passé d'une manière plus fluide parce que là, on avait déjà anticipé, déjà préparé la possibilité de travailler à distance. Et pendant ce temps, vous voyez peut-être sur le slide l'esquisse de la planche de la BD de la cybersécurité que j'ai préparée dans le contexte du travail à la maison. Voilà, Brigitte, tu veux bien la slide suivante. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a vécu? Alors là, c'est bien en résumé finalement ce qu'on avait appris à utiliser en privé pour des communications privées, pour communiquer avec les gens qui sont à l'étranger, avec les enfants ou avec les parents qui sont à l'étranger par exemple, a servi de base au travail à la maison. Là, tout à coup, on savait utiliser plus ou moins bien certains de ces outils, mais là, il a fallu s'en servir pour de vrai, pour faire son travail, pour l'école et pour répondre aux besoins de ses clients. Encore une fois, je n'aborde pas dans cette réflexion-là pour le moment les entreprises plus grandes qui ont mis en place depuis longtemps ou qui ont su mettre en place rapidement tout un système de connexion à distance, de VPN, d'accès aux informations, etc. Moi, je suis plutôt dans cette dimension unitaire où on a des indépendants, des gens qui donnent des cours, des gens qui servent leurs clients à distance. Donc, on savait déjà un petit peu s'en servir et là, on a sauté le pas pour utiliser professionnellement ces outils. Et puis, la débrouille, ça a bien marché parce que pour finir, on a réussi à y arriver avec un petit peu d'aide des fois. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que la cybersécurité, tout reste à faire. On a ouvert le plus possible pour que ça marche et on n'a peut-être pas fait attention à choisir ou à fermer les portes. Et puis, la protection des données, on n'a pas eu le temps d'y penser. Et pendant ce temps, avec Isabelle Dubois, d'Adoc Résolution, que vous connaissez bien aussi, nous avons mis la touche finale à l'édition du Cap sur la conformité avec un nouveau chapitre qui parle de la loi sur la protection des données en Suisse et sa révision. Merci Brigitte pour le suivant. Maintenant, prenons un tout petit peu de recul ou de hauteur en disant on s'est bien débrouillé, on a réussi, voilà, maintenant, qu'est-ce qui nous est arrivé? On savait qu'il y avait des risques de cyberpandémie. Il était annoncé, il faisait partie des catalogues de risques de l'OMS depuis des années. Et finalement, qui l'a vraiment pris au sérieux? On a vu les hôpitaux, les organisations gérer préparer la crise d'une épidémie locale. Mais l'idée de la pandémie globale, on n'avait pas osé l'aborder. On n'avait pas osé y penser, quand bien même c'était au catalogue des risques majeurs qui étaient tous annoncés.
Alors, je fais un parallèle parce que ça fait longtemps qu'on annonce aussi le risque de cyber. Alors, j'ai traduit cyberpandémie pour s'adapter au vocabulaire du jour, mais de cyberattaque, de de shutdown général. On en parle tout le temps, mais finalement, qui s'y prépare? En Suisse, les statistiques du BFS, l'Office fédéral des statistiques, nous comptent plus de 400, presque 450 000 entreprises qui sont actives dans les services. Et ce qui est le plus marquant, c'est que 99,7% sont des micro-entreprises. Celles dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, pour lesquelles on a cherché des solutions et on s'est débrouillé pour arriver à mettre en place ce qu'il fallait pour réaliser leur travail. Alors, ces 99% de micro-entreprises, elles sont moins bien sécurisées que les grandes, bien sûr. Dans vos grandes entreprises, vous tous qui êtes responsables de la sécurité dans la cybersalle, je peux dire, vous avez beaucoup d'avance. Bien entendu que la vulnérabilité générale du pays, ou même au plus large, elle est tributaire de la vulnérabilité de chacune de ces unités, notamment les plus faibles. Voilà pour aborder, pour en faire la transition entre notre cyberpandémie qui est partie de Chine, on voit juste pas la Chine là sur ma découpe, et les cyberrisques. Vous connaissez, on les a vus maintes fois au CLUSIS, la carte en live des botnets dans le monde. Vous savez, ça fait la même image, hein, avec les points au même endroit, l'Europe, l'Asie, les États-Unis, l'Amérique du Nord, et on peut avoir la même image et la même image des risques. Aujourd'hui, c'est d'actualité de parler du climat, ce qui est une très bonne chose. Ça n'empêche pas que les cyberrisques et les cyberattaques sont classés et restent classés dans les risques majeurs. Je ne vous apprends rien, je sais bien. Brigitte, est-ce que tu peux avoir le slide suivant? Merci beaucoup. Quelles sont les leçons que nous avons retenues de la crise Covid-19? Les hôpitaux et tous les soignants ont fait un travail immense, remarquable. Il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient préparées pour gérer des crises dans les hôpitaux. Je suis bien placée puisque mon mari a participé activement pendant des années à cette organisation. Mais vous savez, les choses les plus compliquées et les plus coûteuses, elles étaient là. Mais ce qui a manqué, vous savez bien, c'était les mesures simples et bon marché. Ce qui a manqué cruellement, c'était les masques, 4 sous le masque, hein, et le gel hydroalcoolique qui ne coûte pas cher non plus et qui n'est pas non plus cher à fabriquer. Encore juste une info, regardez cette slide. C'est la première slide qu'on voit publiquement, c'est de la microscopie électronique des virus. Ça me rappelle ma recherche fondamentale au temps où j'étudiais les virus. C'est juste pour ça que je vous le montre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas su entendre cette risque de pandémie? Est-ce que c'était des questions stratégiques? Est-ce que c'était des questions politiques qui nous ont empêchés de faire les stocks de masques? Un manque de préparation, un manque d'anticipation, une vue à court terme, la pression sur les budgets. Tout ça, ça va ensemble. Alors, encore le slide suivant, Brigitte, merci. Voilà. La leçon à en tirer, c'est qu'on doit continuer à se préparer à une cybercrise et retenir également les mesures simples et peu coûteuses. Je pense que vous vous rappelez, ou certains d'entre vous se rappellent qu'il y a quelques années, on avait organisé un vrai scénario, un vrai jeu de crise. Vous en retrouvez l'image ici. Donc, des mesures simples et peu coûteuses. Alors, sur le slide suivant, s'il vous plaît, Brigitte. Merci.
Sur le slide suivant, j'ai mis, mais il est temps de prendre la dimension d'un éveil à la sécurité de l'information. La première chose, c'est mieux apprendre à utiliser les outils. Tous les outils qu'on utilise, on essaie juste de faire que ça marche, mais en fait, on les possède pas suffisamment bien pour savoir gérer les préférences de sécurité, pour savoir gérer les mesures de protection des données. Donc ça fait partie de la première étape. Intégrer la compréhension des contrôles d'accès, ça veut dire que les mots de passe, la gestion des accès, c'est du chinois. Qui c'est qui a vraiment compris? C'est pas des outils supplémentaires avec l'empreinte digitale qui va améliorer la compréhension des utilisateurs. Ils savent pas s'ils doivent mettre leur mot de passe parce que c'est le mot de passe du système d'exploitation, parce que c'est le mot de passe de l'application, parce que c'est le mot de passe de la messagerie. Donc ça, c'est formation, formation, formation. Allez-y, vous avez du travail pour permettre à chacun de comprendre ces différents niveaux. Et puis, le sujet de la protection des données, évidemment, c'est à ne pas oublier. C'est pas parce qu'on en a beaucoup parlé il y a 2 ans que le sujet est terminé aujourd'hui. Les mesures de base, les mises à jour, les sauvegardes, les mots de passe, un comportement responsable, c'est des choses qui sont toujours à remettre en place. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, on sera toujours dans un risque très, très élevé. Et pendant ce temps, les rouges-queues ont fait leur nid dans le petit nichoir que j'ai fixé sur l'avant-toit de la maison. Prochain slide, Brigitte. Merci. C'est la conclusion. Eh bien, en conclusion, à l'avenir, il faut savoir gérer la cybercrise. Il faudra savoir mieux communiquer. Et puis, on va créer des nouveaux modèles, comme on vient de créer pendant cette crise, des nouveaux modèles de fonctionnement, des nouvelles façons de travailler et une nouvelle approche. Pour finir, le dernier slide. Merci. En conclusion, Tous à la maison, c'est la dernière planche de la BD de sécurité réalisée avec Gianfranco Brunetti. Et si vous en voulez un exemplaire, vous pouvez le télécharger sur le site. Vous avez le lien là sous la page. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis prête à répondre à vos questions ou à passer la parole à Marc. Merci beaucoup, Jacqueline Régnier. Merci beaucoup pour cet exposé. Je crois qu'il n'y a pas de questions sur la discussion, mais moi j'en ai noté quelques-unes en vous écoutant. La première, c'est que on parle beaucoup ces temps de les leçons qu'on va tirer de cette crise du Covid-19. Et moi, j'aurais bien aimé savoir, en termes de cybersécurité, en termes de recours à tous ces outils, au télétravail, à tous ces outils de vidéoconférence qu'on est en train d'utiliser maintenant, quelles sont les leçons, à votre avis, qu'on va tirer de cette période assez exceptionnelle qu'on est en train de vivre et qui vont changer nos comportements en termes de recours à ces outils et de cybersécurité? Pour moi, la leçon principale, c'est qu'il faut mieux comprendre, mieux dominer ces outils dont on a appris à se servir avec débrouillardise. Je pense qu'on doit les posséder. Là, on est en train d'utiliser Blitz, qui est un excellent outil, mais on est toujours en train de chercher où est-ce qu'il faut ajouter, où est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'on doit inviter. Est-ce que les invités, on doit leur mettre un mot de passe? On n'avait pas de mot de passe. Voilà. On doit mieux comprendre les outils puisqu'ils sont là à disposition et il y en a des quantités pour tous les métiers qui touchent maintenant tous à l'informatique. Donc moi, je pense que ce qui est bien sûr les leçons à tirer,
parce que pour le moment, on est dans une phase critique où on essaye de vivre, de survivre et de quand même réussir à encaisser quelques deniers pour payer les loyers. Donc ça, c'est pour survivre, on y est arrivé, mais sur le long terme, il faudra intégrer davantage de sécurité, intégrer davantage de protection des données. Je pense que c'est ça la leçon qu'il faudra en tirer. D'accord. Et puis, est-ce que... d'autres? Ouais. Non, merci. Donc, il faudra vraiment apprendre à mieux utiliser ces outils. On vous a bien compris. Donc, on les a mis en place comme ça, un peu en urgence. Et bon, ça a assez bien fonctionné, mais clairement, il faudra qu'on ait des habitudes et qu'on les mette en pratique et qu'on les intègre de manière, je dirais, plus professionnelle. Et vous avez fait un parallèle avec la pandémie en disant qu'il y avait aussi un risque de cyberpandémie. Bien sûr. Alors, quel serait, selon vous, pour tous les participants qui nous écoutent, qui soient dans une petite entreprise ou dans une grande, on a bien compris que les grandes entreprises sont mieux outillées, mieux préparées, quoique ça peut se discuter, mais on voit bien la différence là avec les micro-entreprises qui forment 95% du tissu économique. Quel serait, là qu'on vient... on vient de parler d'un risque de cyberpandémie. Quelles seraient les mesures à prendre pour se dire, bon, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas faites et qu'on n'a pas mis en place par rapport à la pandémie sanitaire qu'on a vécue. En termes de cyberpandémie, quelles seraient les choses qu'il faudrait qu'on mette en place en termes de priorité? Quelles seraient les priorités là? Je vais vous répondre la même chose. Première priorité, plus de formation, de sensibilisation. Faire que tous les collaborateurs, à commencer par les cadres, à commencer par la haute direction, soient complètement à l'aise, comprennent le fonctionnement pour son usage propre, pas pour en faire autre chose, mais que chacun comprenne exactement. Vous m'entendez toujours? Oui. Que chacun comprenne. Donc, plus de formation à l'utilisation des produits et plus de, on dit, sensibilisation, d'éveil à la sécurité pour que tout le monde comprenne les enjeux, les risques et les risques que chacun fait courir à son entreprise. Et ça, c'est le parent pauvre parce qu'on a souvent, c'est comme ça aussi que ça se passe, accepter, développer des budgets pour des grands projets informatiques ou des grands projets de sécurité coûteux qui étaient importants, qui étaient indispensables de mettre en place. On avait besoin d'un data center, on avait besoin d'installer une meilleure application, etc. Et le parent pauvre est toujours la formation et la sensibilisation. Donc, voilà, la réponse, c'est la priorité, elle doit être mise là-dessus, et c'est pas forcément ce qui est coûteux. Ça coûte du travail, mais pas peu d'argent. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, entre-temps, il y a 2-3 petites questions qui vont arriver. On va essayer de les traiter. Alors, il y en a une que je n'ai pas très bien compris. Franklin, il demande... voilà, mode dégradé, situation inhabituelle. Alors, on parle de nouveaux modèles, d'accord, mais Franklin demande s'il ne s'agit pas tout simplement pour les entreprises à mieux travailler en mode dégradé. Et puis en mode dégradé, ça veut dire situation exceptionnelle, inhabituelle. Vous voyez ce que ça veut dire en mode dégradé? Oui, complètement. D'accord. Donc, il se dit, OK, les nouveaux modèles... Franklin, le nouveau modèle, alors je ne sais pas si c'est le nouveau modèle. Pour moi, si je comprends bien votre question, c'est que le mode dégradé, c'est justement quand on n'est pas dans la situation habituelle où toute l'entreprise fonctionne à merveille avec les outils d'habitude, qu'on a d'habitude, mais plutôt avec une partie seulement ou pas tout le monde. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la situation exceptionnelle qu'on connaît bien aussi dans les plans de continuité, dans les plans de reprise. Et ça, c'est une situation exceptionnelle,
inhabituelle dans laquelle il y a effectivement plus de risques et qu'on doit aussi gérer plus de risques. Maintenant, c'est pas tout à fait la même chose, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, que de trouver, d'imaginer des nouvelles solutions. Moi, je pense qu'on est en train de découvrir un nouveau mode de travailler. Il y aura peut-être des personnes qui disent, mais après tout, mon travail, je peux continuer à le faire à la maison, les lundis, vendredis, mercredi, vendredi, et puis je viendrai au bureau seulement mardi et jeudi. Donc ça, c'est peut-être une façon qui va, et en même temps, servir l'écologie, parce qu'on se déplacera un petit peu moins. D'accord, ok. Il y a deux questions sur la protection des données. La première, ça concerne, est-ce que vous avez un exemple, une anecdote d'un cas où ça a été mal géré, hein, où la protection des données a été mal gérée et puis ça s'est mal terminé, si j'ai bien compris. Et puis, deuxième question liée à la protection des données, on va peut-être déjà vous laisser répondre à ça. Est-ce que vous avez un exemple réel où une mauvaise gestion de la protection des données s'est mal terminée? J'ai seulement eu peur. Je n'ai jamais eu d'exemple qui s'est terminé dramatiquement. D'accord, parfait. Bon, ben voilà. Et puis la deuxième, c'est de nouveau toujours lié aux protections des données. Est-ce que ce ne serait pas une des stratégies d'identifier les informations essentielles à protéger avant de mettre en place tout un système, un dispositif assez complexe de protection des données? D'abord, cibler quelles sont les informations essentielles, et puis après, comme dit Dominique, oui. Apprécier les impacts. Voilà. Alors, c'est une excellente question. Hein. Merci beaucoup à Dominique Bonnard pour cette question. Bien entendu, c'est la base de toute la démarche de protection des données, de cybersécurité. Il faut commencer par identifier, classifier et identifier les informations. Ça va de soi. Bien sûr que ça, c'est dans les tâches de fond qu'il faut préparer et anticiper pour savoir lesquelles il faut protéger. Et ce n'est pas pendant la crise qu'on peut le faire. Mais vous avez tout à fait raison. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Madame Régnier, merci beaucoup pour vos questions. Et on va passer à la deuxième séquence. Donc, j'invite Pascal Mera. Voilà. Bonjour Pascal. Bonjour Marc. Alors Pascal Mera, vous êtes ingénieur en informatique. Bonjour. Vous êtes ingénieur en informatique de formation donc et responsable des opérations chez Softcom Technologies SA à Granges-Paccot dans le canton de Fribourg. Vous êtes donc responsable des opérations depuis 2007 et puis dans la maison depuis 2013. Et Softcom est une société de services IT active dans les administrations publiques, transport, et l'entreprise emploie 70 collaborateurs. Et je vous passe la parole, Pascal. Alors merci Marc. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je vais vous raconter un peu ce vécu du confinement et du télétravail chez Softcom. Donc, comme l'a dit Marc, Softcom, c'est une entreprise de services informatiques fribourgeoise. On est environ 70 collaborateurs répartis sur 4 sites dans la Suisse, donc à Fribourg, à Lausanne, à Berne et à Delémont. On peut aller au slide suivant, Brigitte. Oui. Donc, je vais commencer par une petite vidéo. Vous allez voir, on a mandaté une toute jeune journaliste dans le but de mener des interviews chez nos collaborateurs pour voir comment ça se passe le télétravail pour eux. Je vais lancer la vidéo. Salut, moi c'est Solène, je suis une écolière confinée et curieuse. Du coup, je me posais la question comment se passe le travail chez les adultes et le confinement. Je suis allée mener l'enquête chez Softcom. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Du coup, est-ce que tu as appris des mauvaises habitudes en travaillant à la maison?
Non, je pense pas que j'ai pris des mauvaises habitudes. Après, c'est plus difficile de lâcher le travail par moment. Donc, ça veut dire que même peut-être en déjeunant, en dînant ou en soupant, ben, on a plus facilement peut-être le téléphone sous la main et puis on répond encore au contact. Et puis, c'est plus difficile de faire la part entre le privé et le travail, peut-être. Ouais. Et j'ai entendu dire que tu as une grande piscine, un gros jardin et un barbecue. C'est pas trop distrayant ou tentant de s'évader un Non, peu comme ça? j'ai le bureau qui est au fond du corridor, donc j'ai pas depuis les deux fenêtres, j'ai pas la vue sur la piscine ni sur le jardin, donc ça aide. Ouais. Donc il paraît aussi que tu es un bon vivant. Donc tu sors pas dans ton jardin pour boire des bières en même temps que tu fais des calls avec tes collègues. Non, Du coup, c'est un peu ce que je sais sur toi. Sinon, t'as quelque chose d'autre à me dire sur quoi je pourrais te poser des questions? non, comme ça, je sais pas, non, j'ai pas trop d'autres choses. Donc, non, le télétravail, je pense que ça se passe bien. Hein. C'est quelque chose de nouveau, je pense, pour tout le monde, hein, que tout le monde soit en télétravail. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on a dû s'adapter, mais ça a été assez vite. Tous les collaborateurs, je pense, sont contents de voir que ça fonctionne. Donc, je pense aussi la direction, elle est aussi contente de voir que ça peut fonctionner. Et puis, ben, je pense que ça peut être quand même l'avenir dans certains métiers ou bien dans certaines situations où travailler à la maison, finalement, ça peut être un avantage. Et ça manque pas trop de voir les collègues? Oui, alors moi, ça me manque, oui. Non, moi, j'aime bien voir les collègues, j'aime bien prendre la pause avec eux, j'aime bien faire une partie de ping-pong dans le jardin à Grand Flaco. Oui, ça me manquait un peu de voir les collègues. Ok. Merci d'avoir répondu à mes quelques questions. Mais de rien. Ce qui ressort de ces interviews, hein, c'est qu'effectivement, il y a des challenges dans ce télétravail, notamment c'est la gestion des horaires. On a tendance à être connecté en permanence au travail. C'est dur de lâcher, et puis ça exige une certaine discipline. Pour la majorité des gens, ça se passe très bien. Ils voient plus d'avantages que d'inconvénients, notamment au niveau du contact avec la famille, les enfants, des transports aussi. Chez nous, il y en a qui mettent plus d'une heure pour venir au travail. Donc, ils ont plus cette heure de trajet à faire. Et puis, il y en a même qui se demandent si ce n'est pas l'avenir. Et puis, un point qui ressort aussi globalement, c'est que les collègues manquent quand même, et puis que les gens ils se réjouissent de se revoir. Voilà ce qui ressort de ces interviews. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Donc voilà, donc retour à l'annonce du Conseil fédéral le 13 mars. Donc ils ont annoncé à ce moment-là que les écoles étaient fermées, qui recommandait à tout le monde de travailler depuis la maison si c'était possible. Donc c'est clair que cette annonce a été un bouleversement pour toute la population. Donc certains de nos collaborateurs ont été choqués, on a eu passablement de questions. Et puis voilà, on a réfléchi et le 18 mars, on a pris la décision de demander à tous nos collaborateurs de travailler depuis la maison, sans exception. Et puis, l'idée, c'était vraiment de préserver déjà les familles, de préserver la santé de nos familles et de permettre aussi un maximum de flexibilité autour de ces écoles fermées qui impliquaient effectivement la garde des enfants. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que dans les 24 heures qui suivaient l'email que vous voyez à l'écran du 18 mars, 70% de nos collaborateurs travaillaient depuis la maison, et ça sans problème. Le 30% des collaborateurs restants, c'est des gens qui travaillaient chez nos clients et donc qui étaient liés à l'environnement de nos clients. Donc, pour ceux-ci, il a fallu quelques jours de discussion avec nos clients, mais après une semaine, tout le monde, 100% de l'effectif Softcom travaillait depuis la maison. Donc, nous, on a été très impressionnés par cette réactivité. Les locaux se sont retrouvés vides en quelques jours, sans personne, et puis il n'y a eu aucune interruption de travail. Donc, c'était impressionnant. Je pense qu'on peut passer au slide suivant, Brigitte. Donc, évidemment, le métier de l'IT, vous allez tous penser que c'est un métier, effectivement, c'est facile de faire du télétravail, c'est déjà quelque chose qui est fait depuis longtemps, et c'est clair que ça joue un rôle.
C'est beaucoup plus facile que dans certains autres secteurs. Mais j'aimerais quand même revenir sur deux facteurs clés, à mon avis, qui nous ont permis en fait de s'adapter aussi rapidement à cet environnement de télétravail. Et puis, pour moi, ces deux facteurs clés, c'est les outils, qui sont des outils collaboratifs, et puis l'organisation agile. Donc nous, effectivement, lié à notre distribution multi-sites, nous avions déjà mis des outils collaboratifs en place dans le cloud, sécurisés et testés. Et puis, on avait quasiment éliminé tout ce qui était infrastructure locale, qui était donc accessible uniquement via un VPN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le VPN, on l'utilise presque plus du tout. Et puis, 100% de nos outils se trouvent dans le cloud. Pour ce qui est de l'agilité, on a des clients qui exigeaient de nous déjà une certaine agilité. Effectivement, on travaille dans un contexte qui est très volatile. Et puis, donc, nos équipes étaient déjà organisées de manière agile, c'est-à-dire qu'elles étaient prêtes à affronter des changements ultra rapidement et en permanence. Et je pense que c'est ces deux facteurs-là qui nous ont permis d'être efficaces en 24 heures. On va passer dans le détail ces deux facteurs. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant ? Merci. Donc, en termes d'outils, c'est assez simple. Qu'il s'agisse donc d'une assistante, d'un ingénieur ou même de la réceptionniste, tout le monde doit pouvoir accéder aux informations et aux outils dont ils ont besoin, et ça de manière sécurisée depuis leur domicile, qu'ils soient en Suisse ou à l'étranger, parce qu'on a des gens chez nous qui ont été coincés à l'étranger parce qu'ils étaient à l'étranger, ils n'ont pas pu rentrer en Suisse, donc ils ont commencé à travailler depuis l'étranger. Il doit ne pas y avoir de restrictions en termes de fonctionnalité, ça veut dire que tout doit être accessible sans faute. Le temps de réaction des outils, il doit être équivalent depuis la maison ou depuis le travail, c'est-à-dire que ça doit réagir très vite, on ne doit pas se lasser de travailler depuis la maison. Et puis, finalement, la connexion à cet environnement de travail doit être ultra simple et puis clairement sécurisée pour pas qu'il y ait de doute en fait, sur cet environnement. Finalement, le deuxième besoin en termes d'outils, qui est encore plus important, c'est en termes de communication. Tous nos collaborateurs ont l'habitude de travailler dans des open space, ils partagent les pauses ensemble, ils partagent même des hobbies pendant la pause de midi, ils vont courir. Et pendant tout ce temps, ils échangent, que ce soit privé ou professionnel. Et puis, à distance, toutes ces informations qui sont échangées, elles sont quasiment perdues. Donc, il s'agit vraiment, le challenge, c'est de recréer un environnement qui est similaire à l'environnement quotidien des gens au bureau, avec des outils de chat comme Teams ou WhatsApp, ou alors même avec des réseaux sociaux comme Facebook ou d'autres. Il faut aussi trouver un moyen de gérer la connexion, les communications qui sont persistantes, c'est-à-dire qu'il y a des communications qui doivent rester dans le temps, notamment tout ce qui est communication officielle. Et puis, nous, on a utilisé un intranet pour communiquer là autour, un intranet qu'on a quasiment mis en place pour gérer cette crise. Ensuite, autour de cette communication, au-delà des outils informatiques, il y a des outils organisationnels qu'on a dû mettre en place. On a dû introduire des rituels. Donc, chaque matin, toutes nos équipes se réunissent virtuellement pour faire le point sur la journée à venir et puis voir quels sont les problèmes qui pourraient finalement entraver l'avancement de leurs tâches à la maison. Après, il y a d'autres, en termes de communication, il y a ces interviews qu'on a menées auprès des collaborateurs. Ça permet aux gens finalement de se voir à distance, puis de rester un petit peu, de creuser dans leur vie privée, puis de voir comment ça se passe à la maison. Finalement, une fois par semaine, on a introduit une communication officielle de la direction qui rassure les gens sur la marche des affaires et qui définit quelles sont les prochaines étapes. Et puis, après, en ce qui concerne la synergie, on a aussi organisé des événements virtuels, comme par exemple une conférence avec Jean Troyer, avec la possibilité de lui poser des questions. On a la quasi-totalité de l'entreprise qui a participé à cet événement, par exemple.
Donc voilà, l'enjeu pour moi, c'est vraiment de garder tous les canaux de communication possibles pour que tout le monde reste finalement à la même page. Alors, est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Donc voilà, le deuxième facteur clé, hein, c'est cette agilité. Donc, comme je l'ai dit, on vit déjà dans un environnement qui nécessite cette agilité, donc c'est aussi un peu plus facile. Nos marchés demandent d'être agiles, mais aussi nos collaborateurs. Aujourd'hui, c'est difficile de recruter des collaborateurs dans notre domaine, et puis on doit trouver des moyens de les attirer, ces gens. Et ça demande à notre entreprise d'être agile pour nos clients et pour nos collaborateurs. Donc, pour une des manières d'être agile, un moyen d'arriver à être agile, c'est de déléguer une certaine autonomie à toutes ces équipes et de leur permettre finalement de se gérer elles-mêmes en prenant les décisions elles-mêmes. Donc, nous, on est organisé en micro-teams, on a plein de petites teams qui répondent à un besoin précis et qui s'autogèrent toutes seules. Pour qu'elles puissent s'autogérer, évidemment, elles ont besoin d'avoir les informations pour pouvoir décider toutes seules. Donc, on donne accès à la quasi-totalité des informations de l'entreprise. Donc, on prône une transparence quasi totale. Et puis, les gens ont accès à ces informations et peuvent décider eux-mêmes. On se rend compte que ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Ces équipes, elles se sont, dans ce confinement, elles se sont retrouvées entre elles, presque, je vais dire, comme d'habitude, sans grand changement, pas besoin d'encadrement, juste besoin de continuer à travailler comme tous les jours. La quantité de coordination, elle est vraiment minime, hein, donc les équipes s'auto-coordonnent. Et puis, chacun peut se consacrer à livrer sa valeur, la valeur qu'il amène à l'entreprise, tout en restant aligné aux objectifs de l'entreprise. C'est bien, on a dû quand même introduire peut-être un poil plus de reporting pour s'assurer que tout marche dans le bon sens. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas de mauvaise surprise. On peut peut-être passer au slide suivant. Donc, le constat après un mois, c'est qu'on est très chanceux parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chômage partiel. Il y a des équipes qui sont occupées à 100%. On a pris quand même une action, c'est-à-dire qu'on a mis en stand-by des projets périphériques pour se focuser sur le business. Ça, c'est juste par prudence. Sinon, on a constaté comment les équipes s'adaptent naturellement. C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il faut souligner l'importance de la culture d'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Cette autonomie des équipes, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place en quelques jours, mais cette culture d'entreprise permet vraiment de s'adapter très rapidement. On a réussi à maintenir le rythme, c'est-à-dire que tous les jours, on se bat pour que rien ne soit annulé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'une séance ou qu'un mandat soit annulé au prétexte de la crise. Donc, aujourd'hui, rien n'a été annulé. Le rythme, il est maintenu comme avant la crise. Et voilà, finalement, je dirais qu'il y a une autre chance qu'il faut vraiment saisir, c'est ce contexte qui est extrêmement favorable à l'innovation. On vit un moment, quelque part, qui est fabuleux pour ça. Et puis, nous, on aimerait vraiment en profiter. Donc, on a lancé aujourd'hui un concours en interne pour trouver des idées d'innovation et puis réaliser en fait l'idée qui serait la plus prometteuse parmi celles qui ont été soumises. Donc voilà, en résumé, peu d'impact, plutôt des bonnes choses pour le moment. On peut peut-être passer au slide suivant, au dernier slide. Donc voilà, peut-être aujourd'hui la conclusion elle est plutôt positive. Après, je pense qu'il faut faire très attention à certains travers, surtout sur le moyen long terme. Hein. Aujourd'hui, les personnes elles ont tendance à beaucoup plus travailler à la maison qu'au bureau. Comme je l'ai dit au début, il n'y a plus trop d'horaires, ce qui fait que les gens sont connectés en permanence et ça peut aboutir à des problèmes de surchauffe. Et là, je pense qu'il faut être très, très vigilant. Un autre effet de bord, c'est qu'il y a des personnes qui sont seules chez elles à la maison. Ces personnes ne sortent plus avec le home office, elles sont coupées finalement
du seul contact social qu'elles avaient, mais elles sont coupées finalement du monde, elles ne voient plus leurs collègues. Et puis, voilà, on commence à avoir des conséquences de ça, et je pense que là aussi, il faut être très vigilant. Finalement, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que cette autonomie que je prône, elle fonctionne très bien avec certains rôles, et puis peut-être moins bien avec quelques rôles. Et il faut quand même, dans l'entreprise, il y a certains rôles qu'il faut quand même encadrer peut-être un peu plus que d'autres. Donc là aussi, il ne faut pas perdre le fil là-dessus. Et puis, finalement, cette culture d'entreprise qui est tellement clé dans ce moment-là, malgré tous les efforts qu'on peut mener, elle peut quand même se dégrader dans le temps. Hein. Donc, je pense que c'est super important et fondamental d'accorder à cette culture d'entreprise une importance toute particulière en ce moment pour essayer de la maintenir le plus longtemps possible. Hein. Et puis, voilà peut-être un autre point, un dernier point, ce qu'on appelle la communication osmotique. Hein, donc, c'est ce qui se résume aux informations qu'on entend, mais qui ne nous sont pas destinées. C'est-à-dire, c'est typiquement ce qu'on voit dans un open space quand on entend une conversation qui ne nous est pas destinée. Aujourd'hui, il y a une quantité non négligeable d'informations qui circulent par cette communication osmotique. Et puis, voilà, avec le télétravail, elle est très fortement réduite, voire inexistante. Et donc, il y a un risque vraiment de désalignement entre les personnes dans l'entreprise. Et puis, peut-être même qu'à moyen terme, il y a un risque de perte de productivité lié justement aux interactions qui sont plus instantanées quand on travaille dans un contexte justement d'open space où les choses découlent toutes seules. Donc voilà, pour conclure, je pense que aujourd'hui, ce qu'on peut voir chez nous, c'est que malgré notre recommandation de rester à la maison, on a certaines équipes qui naturellement, sur leur propre initiative, sont revenues au bureau juste par des soucis de responsabilité, parce qu'elles s'inquiétaient de devenir un peu moins performantes, de perdre le focus. Voilà, on est très très fiers de ces équipes qui prennent vraiment les choses en main. Bien sûr qu'on met toute la gouvernance autour pour respecter les règles de sécurité nécessaires. Néanmoins, je pense que ça prouve un truc, c'est qu'effectivement, le télétravail, c'est peut-être l'avenir, mais indépendamment de cette crise, il faudra trouver le juste milieu entre télétravail et présence physique au bureau. Donc voilà ma conclusion. Donc merci à tous de m'avoir écouté. Et puis voilà, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Merci beaucoup, Pascal. Alors oui, il y a une précision qui est demandée par Bruno, hein, qui demande quel est le domaine d'activité de votre entreprise. Et puis j'ajouterai peut-être, parce qu'effectivement le témoignage est très très positif et il semble que vous ayez passé à travers cette période délicate de manière quasi idéale. Alors, quel est le domaine d'activité de Softcom? Et puis après, peut-être dans un deuxième temps, est-ce que chez vos clients, c'était aussi bien que chez vous? Ouais, alors, donc le domaine d'activité, donc on réalise du software, donc on est une société de développement informatique. On a des gens qui travaillent dans nos bureaux, qui créent des programmes de nos bureaux, et puis on a aussi des gens qui créent des programmes chez nos clients. Donc voilà, ça c'est vraiment le domaine d'activité. Donc, on a, sur les 70 collaborateurs, on en a plus que 50 qui sont des développeurs, des ingénieurs en software. Finalement, chez nos clients, est-ce que c'était aussi idéal que ça? Je pense que chez certains clients, oui, chez d'autres, c'était un peu plus compliqué, surtout lié effectivement à ces deux facteurs clés qui sont les outils et l'agilité. On a des clients qui sont peut-être pas encore passés à des outils collaboratifs, qui sont pas forcément encore dans le cloud et qui ont dû en fait profiter de cette crise. Donc là aussi, c'est très positif pour passer à des outils collaboratifs. Hein. On a l'exemple de plusieurs clients qui ont installé Microsoft Teams en quelques jours au début de la crise pour pouvoir collaborer. Et puis, finalement, ces mêmes clients, ils vont devoir développer naturellement une sorte d'agilité. Hein.
Ça va se faire naturellement. Donc, je dirais que on a certains clients qui ont eu un peu plus de peine, mais ils ont pu profiter de cette crise pour justement passer à un mode plus collaboratif. Donc, je pense qu'il y a plein de bénéfices là autour. Ok, merci beaucoup Pascal. Donc, situation un peu plus nuancée chez vos clients, mais ça dépend justement de leur intégration des outils et de l'état d'avancement, je dirais, de leur culture d'entreprise plus ou moins agile. J'ai bien compris. Une autre question de Jacqueline. Est-ce que vous aviez déjà, avant cette crise, des développeurs qui travaillaient depuis la maison? Et puis après, moi, je compléterai. Donc, est-ce qu'il y avait déjà des collaborateurs qui travaillaient depuis la maison? Et puis la deuxième que moi j'ajoute, c'est est-ce que la direction de Softcom a aussi travaillé en télétravail, ou est-ce qu'il y a eu des comportements différenciés entre direction d'entreprise qui typiquement seraient plutôt restés au bureau, ou en tout cas auraient voulu... moi, j'ai des témoignages autour de moi où la direction a vraiment voulu rester en place, donc au bureau. Est-ce qu'il y a eu des comportements différenciés entre collaborateurs et direction? C'est une excellente question. Donc, pour répondre à la première question peut-être d'abord la première. Ouais, Jacqueline. merci. Donc oui, on autorise tous nos collaborateurs à travailler 1 jour par semaine à la maison. Donc, nos collaborateurs qui avaient déjà accès à un environnement qui leur permettait de travailler souvent à la maison 1 jour par semaine avant la crise, et puis nos collaborateurs qui n'avaient pas accès à ces environnements parce qu'ils travaillaient chez des clients qui n'étaient pas prêts, eh ben, eux, ils n'avaient pas la possibilité de travailler en télétravail. Donc, c'était un petit peu, je dirais, 50-50. D'accord, merci. Pour la deuxième question, excellente question. Donc, effectivement, ce qu'on a tout de suite fait au niveau de la direction, c'est qu'on s'est séparés. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne plus travailler sur les mêmes sites. Donc, on a la chance d'avoir 4 sites. Donc, on a pu se séparer. Et ce qu'on voulait, c'est ne pas tomber malade en même temps. Donc, voilà, on s'est séparés. Après, c'est vrai que on s'entend quasiment tous les jours. Hein. Et puis, voilà, il y a des séances qu'on est obligé de faire de manière physique. Le cadre ne permet pas de faire autrement, donc on s'est quand même vu quelques fois, mais on essaye de minimiser ces rencontres. D'accord. Qu'est-ce qui vous oblige à faire ça de manière physique? Typiquement, l'exemple qui me vient comme ça, c'est les signatures manuscrites. Ah ouais, bah oui. Et qui sont urgentes. C'est-à-dire qu'on a eu typiquement le cas d'une signature qui devait être faite dans les 2 heures qui suivaient. Et puis là, on n'a pas le temps de s'envoyer les choses. Et puis... Oui, bien sûr. Il y a une question de rebond hein, sur le nombre de collaborateurs en home office avant la crise. Est-ce que ce nombre va augmenter? Est-ce que vous pensez que ça va augmenter là, depuis cette crise? Vous allez revoir ce 1 jour par semaine, peut-être à 2 ou 3 jours par semaine? Oui, moi je trouve que c'est une excellente solution parce que ça permet quelque part aussi peut-être de lisser l'occupation dans les bureaux. Ça offre aussi, évidemment, en plus de flexibilité aux gens. Après, la question, ça va être de trouver quel est le bon curseur pour finalement avoir autant de bénéfices, avoir assez de bénéfices des 2 côtés, c'est-à-dire de ne pas péjorer la culture de l'entreprise, de ne pas perdre trop d'informations par ce manque de communication osmotique. Il va falloir trouver où est le curseur. Nous, on l'avait mis à 1 jour. Peut-être qu'il va augmenter le curseur. C'est bien possible. Ouais. Et puis, il y a encore une question de Dominique hein, qui va dans le même sens. Donc, on va la prendre tout de suite. C'est est-ce que ça va renforcer la confiance? Est-ce que déjà, c'est possible de renforcer la confiance? On dirait que vous leur faisiez très confiance déjà avant, mais peut-être que ça va encore plus renforcer votre confiance envers vos collaborateurs. C'est une excellente question. Alors, je pense que, effectivement, on leur faisait déjà totalement confiance. Donc là, je pense que ça ne va pas changer quelque chose. Par contre, moi, je pense que j'aurais plus de crainte sur la quantité des heures qui sont faites à la maison. Et puis, ce genre de travers, il va falloir les surveiller. Je ne suis pas inquiet pour Softcom parce que les gens, voilà, ils travaillent très, très bien. On a totale confiance. Par contre, pour leur santé, moi, j'ai peur du nombre d'heures qu'ils font à la maison parce qu'il y en a vraiment, c'est excessif. D'accord. Vous avez parlé en termes d'autonomie et d'autogestion des équipes, des petites équipes très agiles, mais vous avez dit à certains rôles
où ça fonctionne moins bien que d'autres? C'est lesquels les rôles où ça fonctionne moins bien? Bah, c'est peut-être ces rôles où il est compliqué de définir quel est le livrable. Donc, des rôles qui sont dans l'administration, par exemple, où le livrable est peut-être difficilement palpable ou splittable en petites tâches qu'on peut réaliser quotidiennement. Je pense que là, c'est peut-être plus compliqué. Et puis, il y a aussi une question peut-être de maturité aussi chez nous, où nos équipes peut-être administratives sont peut-être moins matures en agilité. Et puis, il y a peut-être des efforts à faire à ce niveau-là, hein. Rien n'est impossible, mais je pense que c'est plus là que nous on voit peut-être l'encadrement nécessaire. D'accord, merci. Vous avez parlé d'une période qui est très favorable en termes d'innovation. Vous avez un exemple d'innovation qui va sortir de cette période? Alors, il y a plein de choses qui se discutent chez nous, hein. Aujourd'hui, le concours, il a été lancé. Les idées seront récoltées la semaine prochaine, donc j'ai absolument aucune idée des idées qui vont être soumises, hein. Par contre, on parle de définir de nouveaux produits chez Softcom, hein, donc pas des produits informatiques, mais peut-être des nouveaux services qu'on offrirait, comme s'orienter un peu dans ce qui est la formation en ligne. Donc il y a des idées comme ça qui émergent. On se rend compte aussi que ces outils de communication, que ce soit Teams ou autres, aujourd'hui, ils fonctionnent très bien pour mener une réunion comme on fait aujourd'hui. Après, il y a toujours ce problème de communication osmotique. Donc, il y a des gens chez nous qui parlent de créer, ils aimeraient avoir un produit où on peut tous dialoguer ensemble et puis on aurait une sorte de bruit de fond. C'est comme si on se trouve dans un apéro et puis qu'on discute face à face avec quelqu'un, mais on entend ce qui se passe à côté. Et puis là, il y aurait un potentiel de peut-être créer un outil là autour. Donc voilà, c'est deux exemples comme ça qui me viennent en tête, mais voilà, j'espère qu'on aura plein d'autres idées la semaine prochaine. Ok, super. Alors moi, j'ai une dernière question. Enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en prends juste une là. Donc, vous avez parlé de la culture d'entreprise, qui est quelque chose de très important et qui a été mise en place depuis un moment chez Softcom. Et ce qui semblerait, en vous écoutant, a été une des clés de votre réussite là, du passage de la crise. Donc, je suis sûr que ça fait des envieux. Puis on se dit, bah tiens, mais moi j'aimerais aussi avoir une culture d'entreprise agile comme chez Softcom. Donc la question, c'est combien de temps ça prend pour mettre en place une culture agile? Ça, c'est une excellente question qui est piège. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Je vais dire que ça dépend des gens qu'on engage et des gens qu'on a chez nous, parce que quelque part, un enfant, il naît agile, hein. Si on empêche un enfant de tomber, il ne va pas apprendre à marcher. Donc, un enfant, il est agile à la naissance, puis c'est finalement notre éducation plus tard qui casse cette agilité-là. Donc, rééduquer quelqu'un, ça peut prendre beaucoup de temps, voire ne pas être possible. Donc, ça dépend des gens qu'on engage, et puis aussi du nombre d'effectifs du personnel. Une grande entreprise, c'est des travaux gigantesques, hein, de rendre une grande entreprise agile. Donc, je proposerais de splitter l'entreprise en sous-entreprises pour que ce soit faisable. Après, sur une entreprise de la taille de Softcom, d'une 70aine de personnes, je pense qu'en une année, on peut déjà avoir une grosse différence. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci aussi. Merci Pascal. On va passer donc à la troisième séquence de cette conférence débat et je vous présente, voilà, bonjour, Solène Perrin-Jacquet. Bonsoir, ouais. Donc vous êtes économiste d'entreprise et après une carrière dans le secteur bancaire une dizaine d'années, vous avez créé en 2018 vous avez créé la société Potentiel, qui est active dans le coaching de vie et le coaching d'entreprise. Et vous êtes également, vous êtes également maître praticienne en PNL, hein, en programmation neurolinguistique. Et je vous passe la parole pour votre intervention. Bonsoir à toutes et tous. Merci au CLUSIS pour son invitation de ce soir. Je suis très contente d'être parmi vous et de pouvoir vous faire cette présentation donc en lien avec
avec le home office et puis la partie plus humaine, si je puis dire, de ce que nous vivons actuellement. Donc, volontiers la slide suivante. Il y a un élément qui me paraissait important à souligner aujourd'hui, quelque chose dont on parle très très peu. Tout un chacun a eu un avant il y a 5 semaines, donc le 13 mars, quand il y a eu l'annonce du Conseil fédéral. Il y a eu un avant, donc chacun était à son poste de travail avant. Donc, un environnement de travail avec des collègues, avec un supérieur hiérarchique, avec peut-être aussi éventuellement d'autres personnes, d'autres services, avec qui il n'y avait pas forcément de contact formel, mais des contacts informels, mais néanmoins qui faisaient partie de leur systémique professionnel. Et donc, du jour au lendemain, il y a eu cet après, avec cette photo un peu caricaturale, et peut-être finalement pas si caricaturale que ça, au vu du quotidien que chacun vit depuis 5 semaines. Donc, à se retrouver dans son salon, s'il n'y a pas d'autres pièces disponibles pour travailler au milieu des jouets et des enfants qui sont là et avec qui il faut faire. Donc, il y a une systémique finalement professionnelle et familiale qui s'imbriquent l'une dans l'autre, dans le après, et avec lesquels il faut faire, il faut les concilier et trouver un équilibre. Volontiers la slide suivante. Donc, pour faire un parallèle avec cet avant-après, il y a là au milieu ou pendant le après un processus de changement. On en parle très très peu et finalement, ça me paraît être un élément important dans ce que les êtres humains ont vécu. Peut-être certains le vivent encore aujourd'hui. Donc, je vais vous les décrire brièvement, ces étapes. Donc, la première étape, c'est le choc. Peut-être avant de démarrer sur les étapes, ce processus de changement, c'est quelque chose que chacun vit. On le vit par contre tous à notre manière, on le vit dans un délai différent, dans une intensité différente, on peut le sentir ou ne pas le sentir, c'est très personnel. C'est un processus qui est vraiment très personnel à vivre, mais chaque être humain le vit. C'est un processus en principe qu'on connaît plus sous la forme du processus de deuil. Par contre, les étapes sont exactement les mêmes. Donc, la première, c'est le choc, c'est l'annonce. OK, on reste chez soi, on travaille depuis chez soi, on fait du télétravail. La deuxième, c'est le déni. Quoique là, pour cette situation-là, c'était plutôt compliqué d'être dans le déni, parce que disons que la réalité des choses a été suffisamment violente pour qu'on doive en tenir compte. Par contre, cette période de déni a pu se manifester par être vraiment totalement dans l'action et pas du tout en contact avec ses émotions. Donc oui, c'est bon, je vais gérer, je vais y arriver, on va mettre les choses en place qu'il faut, c'est de la nouveauté, ça va être intéressant, de la curiosité, etc., etc. Cette deuxième phase, elle est suivie de frustration. Et ces frustrations, elles peuvent se manifester sous la forme de « je n'ai plus de moment pour moi, je n'ai plus l'équilibre que j'avais avant ». J'ai peut-être des besoins qui ne sont plus comblés. Il y a plein de doutes à ce moment-là qui arrivent avec de l'incertitude, une période vraiment très très floue, une période de doute, de questionnement. Et avec cette frustration peut venir cette colère de ne plus avoir ce qu'on avait, d'avoir peut-être un sentiment de manque de liberté ou de limites qui sont différentes par rapport au quotidien qu'on avait précédemment. Suivi cette phase de la phase de dépression. Cette phase de dépression, elle peut s'accompagner de tristesse, de se sentir vraiment pas bien. C'est des émotions qui sont pas du tout agréables. Néanmoins, elles sont importantes à vivre. C'est important de les accueillir, de pleurer s'il y a besoin de pleurer. Plus vous accueillerez ces émotions, plus vite elles repartiront et plus vite vous arriverez à passer à autre chose. Donc, c'est important de leur laisser de la place. Et ce qui est important lors de cette 4e étape de dépression, elle est normale. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut les accueillir. Elle est normale, cette période. Elle le sera moins si elle dure. Mais vous pouvez vous sentir mal 1, 2, 3 jours. Être triste, pleurer. C'est normal, c'est humain. Ça fait partie du processus. Voilà. Après, justement, ce qui est important, c'est de se sentir un peu remonté. Donc, via le moment de l'expérience, on retombe un peu sur terre. On prend conscience de la réalité des choses. Se dire, OK, en fait, on y est, on le vit comme ça, c'est réel, et il faut en faire quelque chose. Donc, on suit avec l'étape 6, qui est la décision. Donc, de voir le côté positif des choses, d'essayer de tirer quelque chose
d'évolutif, des expériences, d'en prendre parti pour soi-même, voir les opportunités. Ça, c'est vraiment la partie de la décision. Et finalement, la partie de l'acceptation. Donc là, on va mettre dans le concret, dans la matière, on va mettre des choses en place pour que les choses se passent bien. Il faut savoir que pour faire un lien avec ce qui a été dit précédemment, ce processus de changement, il y a un fort sentiment d'insécurité, vraiment, qui est lié à tout ça, parce que justement, on a un environnement avant, on a un environnement après, et on perd toute cette sécurité, toutes ces habitudes qu'on avait. Donc, c'est important de la retrouver, cette sécurité, par justement la courbe qui remonte à la fin. Volontiers, la slide suivante. Donc, passons maintenant à un autre volet qui sont les avantages du home office, que ce soit pour les employés ou les employeurs. Donc, tout d'abord, il y a effectivement un équilibre de vie privée et de vie professionnelle qui s'installe pour les employés du fait de travailler à la maison, ce qui apporte une réduction des coûts du côté de l'employeur. Ensuite, il y a un environnement qui est propice à la concentration, il y a moins de bruit. Effectivement, on perd des informations, comme ça a été dit auparavant, il y a des informations informelles qu'on n'a plus. Par contre, on n'est pas dérangé et de ce fait, on peut beaucoup plus se concentrer sur la tâche qu'on fait et on est beaucoup plus efficient et efficace. Et donc, ça augmente effectivement ça augmente la productivité du côté de l'employeur, ce qui est un avantage pour lui. Les temps de trajet sont diminués pour l'employé et puis du coup, ça réduit le stress et la fatigue. C'est une solution qui est complètement favorable aux collaborateurs et collaboratrices à mobilité réduite et des deux côtés. Et finalement, c'est un sentiment de reconnaissance et de liberté pour un employé. Du côté de l'employeur, ça peut faciliter le recrutement, de pouvoir mettre dans une annonce qu'il y a possibilité de travailler depuis la maison. Vous allez inévitablement recevoir plus de dossiers et du coup, votre recrutement, il en sera beaucoup plus simple. En sachant que le stress et puis la fatigue a été diminué du côté des employés, inévitablement, il y aura une réduction de l'absentéisme et des retards. Votre management sera plus efficace et plus facile. Moins d'interactions et des interactions plus courtes et du coup, on va à l'essentiel. Et finalement, vous fidélisez vos employés parce que ces employés, ils se sentent reconnus, ils se sentent exister, ils se sentent mieux dans leur vie, ils ont un meilleur équilibre, ils sont plus heureux et du coup, ils veulent rester. Ça ne va pas leur donner envie de partir, aller voir ailleurs à la concurrence. Volontiers la slide suivante. Les inconvénients, que ce soit en termes d'avantages ou d'inconvénients, c'est des listes qui ne sont pas exhaustives. J'ai pris vraiment les principaux avantages et les principaux inconvénients. On voit bien que les inconvénients sont quand même moindres par rapport aux avantages. Donc, dans les principaux, c'est un sentiment d'isolement, de louper des opportunités. Donc, j'en reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, il y a plus ces échanges informels. Du coup, la personne peut se sentir très seule. Il faut aussi tenir compte et se dire que le home office, il n'est pas adéquat pour toutes les personnalités. Il y a des personnalités qui auront tellement besoin d'interaction ou besoin d'être cadrées que c'est une solution qui ne va pas leur correspondre. Et ce sentiment d'isolement, il peut vraiment s'aggraver et s'accentuer. C'est des choses qui sont à mettre en place vraiment en fonction de la personnalité de l'employé, de ses envies aussi. Et finalement, de sa rigueur, de sa discipline et de son autonomie, bien que je pense que ce soit des choses sur lesquelles on peut travailler. Il y a des gens qui sont plus rigoureux que d'autres et pour qui ce sera beaucoup plus facile et évident de travailler depuis la maison. Et au niveau de l'employeur, la supervision, évidemment, est beaucoup plus délicate. Il n'y a pas possibilité de contrôler ses employés heure par heure, de voir ce qu'ils font. Il y a effectivement une notion de confiance qui est importante à installer à ce moment-là. Volontiers la slide suivante. Merci. Donc, voici donc des pistes de solutions par rapport à ces inconvénients. Donc, je les mets, ces pistes de solutions en parallèle aux inconvénients d'une part et puis d'autre part par rapport à ce processus de changement. Donc, le processus de changement se passe vraiment dans les meilleures conditions et d'une manière positive pour les employés. Donc déjà, premièrement, c'est le contexte systémique avant. Il y avait un système pour l'employé, il avait des collègues, des supérieurs hiérarchiques. Il avait un contexte qui était connu, qui était rassurant, qui était sécure, où il se sentait en sécurité. Il faut garder les choses qui fonctionnaient. Et il faut garder, je dirais, tout ce qui est partie justement informelle.
Il ne faut pas sous-estimer ça. Dans des moments de changement comme ça, le côté humain, la partie humaine a tendance à être minimisée. Et du coup, l'employé doit garder ça pour garder son équilibre. Donc, les échanges informels qu'il avait à la pause ou qu'il avait à la cafétéria, qu'il avait avec d'autres collègues, peut-être qu'il croisait simplement sur le pas de porte, c'est des choses essentielles pour lui. C'est des choses qui le rendaient heureux et qui lui permettaient d'avoir son équilibre. Donc, c'est important de les garder, de garder le contact, de garder la communication. La communication, c'est un pilier pour que le home office se passe au mieux, vraiment. Ensuite, dans le contexte de systémique après, il est important d'instaurer un rythme, c'est-à-dire, ça fait un lien avec la rigueur, l'autodiscipline et l'autonomie dont je parlais tout à l'heure. Il est important de se dire, voilà, je commence à telle heure, je termine à telle heure et de s'y tenir. Ça veut dire qu'on ne va pas déborder en se disant, bon, ben voilà, j'ai 18 heures, je commence à 8h15. Et pareil dans l'autre sens. Si on dit 8 heures, on ne commence pas à 7h30. C'est important de s'y tenir dans les deux sens. La même chose avec les pauses. Les pauses sont importantes pour le cerveau. L'humain a besoin de pauses pour être efficace, efficient. Donc, prenez des pauses. Ça ne sert à rien d'aller d'un bloc de 8 heures d'affilée. À long terme, ça ne sera pas viable. Il est important également de compartimenter sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc, vraiment, justement, de fixer ses limites et de se dire, voilà, ce matin, je travaille, cet après-midi, je me consacre à ma famille. Donc, comme je disais, de s'y tenir dans les deux sens. Et on voit aussi qu'il y a pas mal de travail, des zones grises, comme on les appelle, chez les employés qui ont tendance à déborder. Se dire qu'à midi, ils ne vont pas réussir à couper. Ils vont déborder, ils vont faire plus long et c'est des heures peut-être qui ne vont pas compter, qui ne vont pas noter. Ou alors, ils vont rester connectés sur leur téléphone, ils vont continuer de répondre au téléphone, ils vont relever leurs emails toute la journée. Et c'est quelque chose qui n'est pas non plus sain à long terme, parce que ça va péjorer sa vie familiale, ce qui ne créera pas l'équilibre qui est recherché à travers le travail à domicile. Dans l'idéal, toujours définir un espace de travail si c'est possible, surtout si on a un conjoint et des enfants, c'est important de pouvoir s'isoler et d'être le plus au calme. De communiquer le rythme aux deux systèmes, c'est-à-dire autant au système professionnel que familial, de leur dire, voilà, ce matin, je travaille, cet après-midi, je le consacre à ma famille. Ce matin, je suis joignable, cet après-midi, je ne suis pas joignable. Pareil avec la famille, le conjoint et les enfants, s'ils sont en âge de comprendre. Ce matin, je travaille, je vous demande de ne pas me déranger, s'il vous plaît. Je serai à votre disposition et disponible pour faire des activités en famille à partir de telle heure. Et dernier point, c'est vraiment faire confiance. Je pense que sans confiance, c'est un système qui ne peut pas fonctionner. Le home office ne peut pas se mettre en place et ne peut pas être viable sur du long terme s'il n'y a pas une confiance réciproque entre l'employé et l'employeur, ou du moins le supérieur hiérarchique. Volontiers la slide suivante. Ce qui concerne donc les pistes de solutions personnelles. Vous vivez ou vous avez vécu ce processus de changement. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des étapes qui étaient plus faciles à passer que d'autres. Il est important de justement vous poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? J'avais un équilibre avant quand j'allais au bureau et que j'avais mes collègues, que j'avais cet univers professionnel. Maintenant, cet univers, il vient se mélanger à ma vie familiale. Qu'est-ce qui est important pour moi pour conserver l'équilibre que j'avais auparavant ou pour le retrouver? C'est une question qui est toute bête et pourtant tellement essentielle. Elle est en lien avec de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin pour me sentir bien, pour me sentir serein, sereine, pour me sentir calme, sans trop de stress? Une fois que vous avez identifié vos besoins, comment vous pouvez les satisfaire? À quelle fréquence vous pouvez les satisfaire? Toujours dans le même ordre d'idée, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je mets en priorité dans ma semaine ou dans ma journée pour me sentir bien? Quand vous vous êtes posé ces différentes questions, il peut être très intéressant, si vous avez des enfants et un conjoint ou une conjointe, de leur poser également la question à eux, de partager vos besoins, de partager vos priorités et ce qui est important pour vous, et de trouver finalement tous ensemble, au sein de la famille ou du couple, un consensus qui vous permet à tous de répondre au mieux à ses besoins et à ses priorités, ce qui vous permettra d'avoir une ambiance et puis une osmose à la maison qui sera très agréable et très positive à vivre sur le long terme, où tout le monde va y trouver sa place.
Et finalement, dans des périodes comme ça, il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à se demander, mais quel sens je donne à ma vie? Est-ce que ce travail correspond vraiment à mes besoins, à mes valeurs? Est-ce que je suis heureux comme ça? Est-ce que je suis heureuse? Cette manière de vivre me rend-elle heureuse? Volontiers la slide suivante. Voilà, donc en conclusion, je pense que c'est une solution qui est amenée à se répandre. C'est une solution du futur qui a des avantages pour toutes les parties, des inconvénients. Il y en a aussi. C'est important de pouvoir effectivement, comme je l'ai dit précédemment, de concilier ces solutions avec la personnalité elle-même, voir si l'employé, c'est quelque chose qui peut lui convenir, qui peut l'intéresser ou pas, que ce soit à 100% ou à un pourcentage partiel sur la semaine. Donc, il y a un équilibre effectivement à trouver. Et c'est une solution gagnante qui est basée sur des valeurs communes. Pour moi, ces valeurs, c'est le respect. Donc, respecter l'employé, respecter l'employeur. Il faut pouvoir se faire confiance, comme je l'ai dit précédemment. Il y a ce sentiment de liberté qui est important pour l'employé, surtout se sentir libre, ne pas avoir quelqu'un qui le contrôle, sinon on va perdre tous les bénéfices du home office. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, je ne l'ai pas noté là, mais c'est vrai que la communication est essentielle. Et c'est aussi une valeur. Donc, communiquer, communiquer, communiquer pour que la partie humaine ne disparaisse pas au milieu de la technologie. Et finalement, l'authenticité, qui pour moi sous-entend, si chacun est authentique dans ses besoins, dans ses limites, c'est-à-dire que si un employé peut aller vers son supérieur et lui dire que ça ne lui convient pas ou qu'il y a des choses qu'il a besoin de réajuster dans sa manière de travailler depuis la maison, et dans l'autre sens aussi, que l'employeur lui dise que là, il y a des choses qui pour moi sont pas OK, j'ai besoin d'en discuter avec toi, j'ai des doutes peut-être sur certaines choses. Et l'employé, de son côté, de dire effectivement, j'arrive pas à avoir la rigueur nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on arrive à communiquer sur ces limites-là, je pense que c'est vraiment des solutions qui sont vraiment très, très bénéfiques pour chacun et chacune. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à disposition pour les questions. Merci beaucoup, Solène Perrin-Jacquet. C'était très bien, bravo, merci beaucoup. Alors, il y a une petite question, je crois qu'il y a apparu là, entre-temps. Il y a deux petites questions. Oui, bravo, ouais, effectivement, bravo, très bien. Alors, une petite question provocante pour commencer. J'ai participé à une conférence True Geneva la semaine passée, c'est un truc de RH, hein, où un des enseignements que j'ai retiré de cette conférence, c'est qu'il disait, on a remarqué que dans plusieurs entreprises, ils ont mis en place un processus de recrutement entièrement digitalisé, alors qu'en quelques jours, alors qu'avant, il fallait faire un projet pilote, il fallait faire un processus de gestion du changement, justement, et puis qu'il fallait tester les outils. Tout ça, ça prenait longtemps. Et finalement, on apprend dans cette crise que les choses se mettent en place parce qu'il y a nécessité et il y a urgence. Donc, voilà. La provocation, c'est de dire, ça contredit un petit peu l'idée de ce processus de changement. Est-ce que vous pensez que là, à cause de la crise, il y a certaines choses qui se sont mises en place sans respecter toutes les étapes, qu'on comprend bien l'importance de les respecter? Alors effectivement, dans une période de crise, les entreprises, elles vont vraiment prioriser leurs actions sur ce qu'il faut mettre en place au niveau de la technologie, au niveau des processus. Et je pense que ce processus de changement, on n'en tient pas compte. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas fonctionner. On voit, tout s'est très, très bien mis en place. Tout a très, très bien fonctionné. Après, si on allait poser la question aux individus, comment ils ont vécu leur processus de changement, peut-être que les réponses seraient intéressantes et peut-être qu'ils ne se sont pas forcément sentis entendus par rapport à ça. On ne leur a peut-être pas posé la question. Ça n'empêche pas que les choses se passent bien, mais qu'elles pourraient encore mieux se passer en termes d'individualité et d'être humain, à mon sens. Ouais, merci beaucoup. Non, effectivement,
C'était très bien décrit, tout ce processus de changement. Et puis, je me demandais, question complémentaire, là, si on prend l'exemple de la crise, il y a eu du jour au lendemain, vous l'avez très bien montré, un avant et un après. Combien de temps il faut compter en termes de jours, de semaines, pour se dire, voilà, on a respecté ces différentes étapes et on a fait les choses comme il faut? Alors, comme je l'ai expliqué, le processus de changement, il est très individuel. Il peut être très différent d'une personne à l'autre. On peut ressentir certaines étapes ou ne pas les ressentir. Le processus peut aller très vite comme il peut durer un peu plus longtemps. Je vais prendre mon exemple à moi parce que le processus de changement, je l'ai vécu et comme ça, il n'y aura pas d'invention par rapport à ça. Il m'a fallu 2 semaines pour vivre toutes ces différentes étapes et puis pour commencer à apprécier la situation. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Ok, super, merci beaucoup. Il y a 2-3 petites questions qui sont apparues sur le chat là. Alors, il y en a une, c'est plutôt c'est pas une question, plutôt une remarque ou une affirmation. On va voir si vous êtes d'accord avec ça. Franklin a dit il faudrait qu'après cette crise, on réunisse tout le monde un petit peu pour leur faire l'exposé que vous venez de nous faire, pour leur rappeler certains fondamentaux. Vous pensez que c'est une bonne idée, ça, j'imagine? Je pense que les entreprises ont tout à gagner à donner plus de priorité à cet aspect humain. C'est-à-dire que si un chef, un supérieur hiérarchique, un directeur, une directrice, les ressources humaines prennent un petit peu de temps, et je pense que ça ne prend pas beaucoup de temps, on pense que ça peut prendre beaucoup de temps, mais ce n'est pas forcément le cas, s'ils prennent un peu de temps pour demander à leurs employés comment ça se passe pour vous, comment vous vivez ce changement, qu'est-ce qui se passe peut-être émotionnellement parlant, de tenir compte vraiment de ça, je pense que chaque partie a y gagné. L'employé, il va se sentir considéré, il va se sentir écouté, entendu. Et ça peut être que bénéfique parce que du coup, de pouvoir en discuter avec quelqu'un, il va se sentir mieux parce que d'exprimer ces choses-là et de pouvoir échanger, c'est très important, de pouvoir communiquer là-dessus. Et de ce fait, de nouveau, ça va permettre à la relation de perdurer dans le temps et de fidéliser les employés. Donc oui, parlons de ça et que ce soit des choses qui puissent être instaurées dans toutes les entreprises, ça serait génial. Merci beaucoup. Alors là, il y a une question plus précise sur les personnes qui souffrent vraiment de cet isolement. Hein. J'ai vu passer aujourd'hui sur LinkedIn, je crois, une étude en France qui montre aussi qu'il y a pas mal de gens qui se réjouissent de retourner au travail parce qu'ils vivent très mal cet isolement. Alors, la question, c'est voilà, quel conseil est-ce que vous donneriez à ces personnes qui vivent mal cette période d'isolement? Alors, pour les personnes qui souffrent, que ce soit les personnes âgées qui doivent rester chez elles, et je pense qu'au niveau de la solitude, c'est des choses qui peuvent peser, que ce soit des personnes qui ont perdu leur travail ou qui sont en chômage technique. Elles peuvent peut-être déjà se référer aux différentes questions que j'ai posées précédemment. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien au quotidien? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à répondre à tout ça? À quelle fréquence j'ai besoin de tout ça? Je pense que déjà de se poser ces questions-là, c'est très sain. Et si, malgré le fait de s'être posé ces questions-là, peut-être de ne pas arriver à y répondre seul, parce que c'est aussi des choses qui sont tout à fait possibles, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à se faire aider par quelqu'un de compétent par rapport à ça. Et de nouveau, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, de communiquer, parler, extérioriser les choses, les partager. C'est essentiel et ça peut permettre de sortir de cette souffrance-là. Alors peut-être qu'on va je vais vous poser une dernière question, puis après pour moi on peut s'arrêter là. La question c'est qu'est-ce qui, selon vous, va changer après cette crise? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va pas pouvoir faire comme avant après cette période? J'aimerais. Il y a tellement de choses que j'aimerais qu'ils puissent changer, que les gens puissent avoir intégré après cette crise. Est-ce que le monde sera prêt? Est-ce que l'être humain est prêt à ces changements?
Je ne sais pas, c'est une question qui reste en suspens. Par contre, je me dis que si les gens ont déjà peut-être juste pu se poser la question de quels étaient leurs besoins, leurs priorités, qu'est-ce qui est important pour elles, si elles pouvaient se projeter à dans 10 ou 20 ans et puis se retourner sur leur vie, puis ne pas avoir de regrets par rapport aux choix qu'elles ont faits là, maintenant, aujourd'hui, ça serait déjà génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Solène Perrin-Jacquet. J'aimerais aussi là remercier l'association CLUSIS, les 3 intervenants. Merci beaucoup pour ces présentations. Vous êtes restés brefs. Vos slides étaient super. Merci aussi d'avoir répondu aux questions. Merci à tous les participants, hein, les 37 participants de cette soirée. Et si Madame Sylvie Perrin-Jacquet ne veut plus prendre la parole, pour moi, je vous souhaite une super bonne soirée. J'ai beaucoup aimé passer ce moment en votre compagnie et je vous en remercie beaucoup. Merci à vous, merci à tout le monde. J'aimerais remercier nos 4 intervenants pour leur présence et la qualité de leur présentation et de leurs propos. Et puis, je vous donne tous rendez-vous le 12 mai prochain, de nouveau pour un 5 à 7 qui sera en vidéoconférence sur le thème du e-voting. Alors, à bientôt, bonne fin de journée, prenez soin de vous et puis sortez de ce confinement dans les meilleures conditions possibles. À très bientôt. Au revoir et merci encore pour votre confiance.